Bonjour à tous. Effectivement, mon nom est François Guillemette. Je suis professeur à l'UQTR, nouvellement aussi titulaire de la chaire de recherche UQTR sur l'écologie du Saint-Laurent. Et aujourd'hui, je pensais vous parler un petit peu des projets en cours dans mon laboratoire, mais aussi au Québec, je dirais, sur la partie eau douce du fleuve. Le type de projet qu'on mène à bord du navire de recherche, le navire de recherche Lambda-Silice de l'UQTR, dont plusieurs autres universités sont parties prenantes. Et donc, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de Saint-Laurent, quelques petits résultats de ces missions, présenter un petit peu le bateau, comment on fonctionne en équipe, comment on fonctionne sur un navire de recherche de cette façon-là, les genres d'émissions qu'on mène, et donc, puis finir avec peut-être quelques petits questionnements aussi pour vous, sans trop, un peu, qu'est-ce qu'on fait avec maintenant avec l'État du Saint-Laurent, avec les recherches que nous, on mène sur la qualité de l'eau, etc. Donc, voilà, peut-être une petite histoire du Saint-Laurent rapidement. Voici un peu la carte des premiers explorateurs, donc de Jacques Cartier, qui est arrivé de l'Europe vers ici l'Amérique et a découvert le Saint-Laurent. On se demande tout le temps un petit peu pourquoi on appelle le fleuve Saint-Laurent. Eh bien, imaginez-vous donc que c'est simplement une question de calendrier, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la découverte du Saint-Laurent, on était le 10 août 1534 et le 10 août était la journée où on célébrait la fête de Saint-Laurent, qui est en fait la fête, qui est en fait un saint des pauvres qu'on appelle. Et Saint-Laurent, en fait, a été canonisé parce qu'il a défendu les pauvres, si vous voulez, en leur redonnant les richesses de l'Église et n'en pliant pas aux demandes de l'Empire romain. Et pour le punir, l'empereur du temps l'a fait rôtir là, à petit feu sur un grill. Donc, lorsque vous ferez votre prochain barbecue, vous ferez penser au pauvre Saint-Laurent qui a brûlé, mais aussi au nom de notre cher fleuve au Québec. Comme vous le savez maintenant, aujourd'hui, le Saint-Laurent représente beaucoup de choses pour la société québécoise. On parle, par exemple, d'environ 50% de la population du Québec qui tire son eau potable. Donc, c'est beaucoup d'enjeux de qualité de l'eau à ce côté-là, justement, pour abreuver la population du Québec. Il y a beaucoup de transports maritimes aussi qui a lieu. Donc, on parle de comme 105 millions de tonnes de marchandises chaque année qui transbordent par le Québec. Et donc, toute l'activité économique qui vient avec ça. C'est aussi un lieu de pêche commerciale, esturgeon, doré, perche jusqu'à tout récemment. Maintenant, vous savez qu'il y a un moratoire sur la pêche commerciale de la perche dans le lac Saint-Pierre, avec toutes les répercussions, encore une fois, économiques, etc., touristiques. C'est aussi une zone récréative, donc il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Vous voyez à regarder le fleuve en été, comme il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire des autos de plaisance, aller à la pêche, même se baigner maintenant. On a beaucoup dans les médias, des fois, des activités de sensibilisation qui se font pour la baignade. Et évidemment, ça a un rôle important aussi dans notre propre identité québécoise, dans la culture. Il y a beaucoup de chansons qui parlent du Saint-Laurent, etc. Donc, ça joue un rôle important pour nous. Mais nous, en retour, évidemment, via nos activités humaines, on met le Saint-Laurent sous pression. Et c'est un peu ce que je vais vous montrer ici avec la figure qui montre un peu la distribution de la population en mauve et de l'agriculture à la grandeur de la vallée du Saint-Laurent, comme en pâle ici. Donc, il y avait tous les petits champs agricoles. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que oui, on tire beaucoup d'avantages en étant près de la rivière, mais en même temps, nos activités dans la vallée font en sorte aussi qu'on a des problèmes reliés à l'activité humaine, entre autres des rejets agricoles, donc reliés à l'agriculture, industrielle aussi, parce qu'il y a un paquet d'industries qui sont sur le côté vu l'accessibilité, par exemple, au transport maritime. Et évidemment, on en parle beaucoup encore dans les médias, on en a parlé il y a quelques années à Montréal avec le fameux Flushgate. On a le même Flushgate ici à Trois-Rivières qui est vraiment suivi au cours des derniers jours dans les médias. Et donc, toute cette dynamique-là, si vous voulez, de surverse aussi également, qui amène une quantité d'eau usée dans le fleuve. Et donc, on se retrouve au final avec un fleuve qui reçoit une quantité assez impressionnante de différents types de contaminants. Et ce que je vous parlais un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire des contaminants classiques qu'on parle de nutriments dans l'eau qui ne sont pas contrôlés, comme le phosphore, l'azote, etc. Les pharmaceutiques qu'on utilise nous-mêmes et on rejette, par exemple, dans les eaux usées. Tout ce qui est hormones, autant utilisé chez l'humain, hein, pour, par exemple, dans les pellules contraceptives, mais aussi également, par exemple, en élevage de bovins, de bétail, etc. Ce qui est pesticides en agriculture. On parle aussi des terres rares, qui sont des métaux qui sont utilisés, par exemple, comme agent contrastant en imagerie biomédicale, dans les cellulaires, etc. Des retardataires de flamme, des substances perfluorées, des siloxanes, des métaux lourds, des acides gras aussi, cholestérol et autres, et même des agents pathogènes.
On parle beaucoup souvent de colis, on en reviendra tout à l'heure dans la présentation, mais il y a un paquet d'agents pathogènes aussi, des virus, des bactéries qui sont aussi relargués par les eaux usées qui peuvent entrer dans le système et causer un paquet de soucis au biota et à l'environnement qui reçoit cette cocktail chimique. Et donc, évidemment, c'est une question assez vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à mesurer ici. Nous, ce qu'on a commencé à faire au courant des dernières années, c'est de mettre une équipe en place un peu avec différentes expertises qui peuvent mesurer, qui connaissent un peu ces différents types de contaminants-là et de pouvoir se poser la question à quel point ces contaminants sont transportés, sont amenés vers la Saint-Laurent. C'est quoi les endroits où on les retrouve? C'est quoi leur dynamique aussi? Par exemple, on peut penser, est-ce qu'il y a des contaminants qui sont typiquement exportés par le milieu agricole et d'autres par le milieu urbain et d'autres par les milieux industriels? Est-ce qu'on trouve des endroits aussi qui affectent la séquestration de ces contaminants-là? Par exemple, on peut penser dans le Saint-Laurent aux endroits où est-ce qu'il y a des ralentissements d'eau, dans le coin de Sorel-Berthier, par exemple. Il y a beaucoup d'îles avec des chenaux qui sont présents là, qui peuvent ralentir l'eau, et donc peut-être que ça donnerait lieu à une disparition de certains types de contaminants qu'on retrouve dans l'environnement. On peut même se poser la question maintenant, est-ce que si on les mesure dans l'eau, est-ce qu'on les retrouve dans le biota? Est-ce qu'on les trouve dans les invertébrés, dans les moules, dans les poissons, dans les oiseaux aussi qui se nourrissent des organismes qui vivent dans Saint-Laurent? Donc, il y a toute cette grande question-là. Évidemment, c'est une mer de recherche qu'on peut voir ici, mais on s'intéresse à des composantes de ça tranquillement pour se bâtir un portrait un peu plus global, si vous voulez, qui ressemble un peu à le schéma ici, comprendre un peu mieux comment le système fonctionne, les types de pression qu'ils subissent et comment ils peuvent traiter, si vous voulez, l'eau qui passe dans le Saint-Laurent avant d'arriver, par exemple, à la partie plutôt estuarienne, etc. Un autre peut-être, je dirais, caractéristique propre au Saint-Laurent ou aux grandes rivières du monde, c'est aussi le fait que le Saint-Laurent naît des grands lacs et donc a une espèce de débit fort, une rivière centrale qui coule des grands lacs jusque dans l'estuaire. Mais se joint à ce débit-là beaucoup de tributaires, ce que vous voyez ici, hein, des tributaires agricoles, par exemple, avec une couleur particulière. Donc, ici, par exemple, à votre gauche, ici, vous avez le Saint-Maurice avec le navire l'Antilles ici en bas. Vous avez donc le Saint-Laurent qui passe avec des zones agricoles ici, etc. Donc, chacune des masses d'eau a un peu aussi ses propres propriétés, en fait, de composition, autant de chimiques que biologiques, de contaminants qui peuvent amener vers le système en entier. Donc, vous avez comme une espèce de système ici de rivières, de plusieurs rivières dans une rivière. Le Saint-Laurent en est un exemple de ça, comme vous pouvez voir, avec les changements de couleur de l'eau aussi dans la figure. Donc, un peu les objectifs des grandes missions qu'on a entrepris là, sur le Saint-Laurent au courant des dernières années sont un peu de pouvoir dresser un portrait intégré de la composition de la dynamique des eaux usées et agricoles dans le fleuve, de voir un peu c'est quoi les points d'entrée, c'est quoi la composition des régions anthropiques qu'on retrouve à ces différents points d'entrée-là. Est-ce qu'il y a une grande ville? Est-ce que le cocktail, si vous voulez, de contaminants d'une grande ville est la même, comme je disais tout à l'heure, de milieu agricole? De voir un peu c'est quoi l'étendue et la persistance. Est-ce qu'on les retrouve, est-ce qu'un contaminant à un endroit X va se retrouver à l'endroit Y? Est-ce que, comparativement à un autre contaminant qui peut aussi être émis à la même place, mais peut-être qu'il ne sera pas retrouvé là, et comprendre un peu pourquoi on en perd ou il y en a d'autres qui persistent dans le temps, et de regarder est-ce qu'effectivement il y a des zones du fleuve qui peuvent venir jouer un rôle dans la transformation de ces contaminants, dans leur séquestration, etc. Okay? Et donc, on a étudié ou en tout cas, on a voulu atteindre ces objectifs-là en utilisant une plateforme de recherche adaptée au Saint-Laurent, qui est le navire de recherche l'Antilles. On dit souvent que c'est un navire de recherche unique au monde. Je ne dis pas ça à la blague. Souvent, on va dire que notre bateau est plus beau que le vôtre. Mais l'idée ici, c'est que ce bateau-là a été dans sa conception depuis le départ en partie conçu avec des chercheurs avec le besoin de la recherche. Et qu'est-ce que ça a fait en sorte? C'est que si on regarde le graphique en haut ici à droite, ce que vous avez, c'est l'ensemble des bateaux de l'Amérique du Nord qui sont utilisés en recherche. Et vous avez généralement une relation allométrique entre le tirant d'eau, donc la profondeur dans laquelle il peut naviguer, en fonction de la longueur du navire. Et normalement, lorsqu'on augmente la longueur du navire, le tirant d'eau, donc le poids, va faire descendre le bateau
nécessiter une plus grande colonne d'eau pour pouvoir naviguer. Et le Lamslis, comme vous pouvez voir ici, dévie de cette relation-là anémométrique et possède, si vous voulez, un beaucoup plus faible tirant d'eau d'1 mètre ou 2 pour sa longueur, en fait. Okay? Donc, on parle d'un bateau d'environ 75 pieds avec un tirant d'eau d'environ 2 mètres, quelque chose comme ça, comparativement à d'autres navires. Donc, ça nous permet, si vous voulez, de pouvoir aller se mettre le nez un peu partout dans le Saint-Laurent, dans zone peu profonde, et d'aller chercher des échantillons, autant de sédiments que d'organismes, que de colonnes, que d'eau. C'est fait aussi sous forme de catamaran, ce navire-là. Donc, ce n'est pas un navire avec une coque qui permet, par exemple, d'affronter les grandes vagues, mais plutôt comme ça, de catamaran. Donc, c'est beaucoup plus stable, en eau peu profonde. Et aussi, lorsqu'on travaille à bord, ça a moins tendance à tanguer. Donc, le mal de cœur, ça l'aide un petit peu pour ça aussi. Il nous permet, avec des laboratoires humides et secs, que je vois dans un instant, de pouvoir autant échantillonner des bactéries que des poissons et de pouvoir aussi traiter des échantillons de manière différente, donc en milieu plus, disons, propre pour des trucs en ADN versus, par exemple, des prises de muscles ou d'autres tissus de poissons, je dirais aussi, également à bord du navire. On peut environ une douzaine 12 et 15 chercheurs à la fois, je dirais, sur le navire. On pourrait être plus que ça, à un moment donné, on peut se marcher sur les pieds. Fait que généralement, confortablement, on peut accueillir environ 10 à 15 personnes maximum, plus l'équipage. Le navire, il possède un chalut de pêche. C'est ce que vous voyez ici à l'arrière du navire. Donc, on a un chalut qu'on peut déployer et capturer, évidemment, dans un court laps de temps, beaucoup de poissons pour faire le dénombrement, l'abondance, aller chercher des tissus, etc., de poissons pour différentes analyses en écotox, par exemple. Vous avez ici un 5 minutes de chalutage là, tout près de l'exutoire de la ville de Montréal, un exemple. Vous voyez la poche de poissons remplie là, de dorés et d'esturgeons. Donc, c'est efficace comme engin de pêche. Ça permet de faire beaucoup de choses rapidement à bord du navire. Donc, on a le laboratoire en mode poisson, si vous voulez, là, où est-ce qu'on peut avoir des endroits où est-ce qu'on découpe, on mesure, on remet à l'eau rapidement les individus qu'on n'a pas besoin de prendre des prélèvements. On peut les marquer facilement. Donc, c'est un laboratoire multifonctionnel qui nous sert en grande partie à ça. Sinon, on peut mettre aussi une autre image ici en mode, j'appelle vaisselle, là, pour tout ce qui est filtration, mesure de gaz, préparation d'échantillons. On a même un congélateur à moins 80 pour l'ADN. Donc, on a vraiment, si vous voulez, 2 laboratoires complets à l'intérieur du navire qu'on peut utiliser même avec une note ventilée pour des produits chimiques. Donc, on a vraiment des laboratoires complets qui flottent sur le navire et qui permettent une collaboration et un traitement d'échantillons assez rapide. Maintenant, si on regarde dans les dernières années, le travail s'est fait d'une part en 2017 et 2018, là, c'est ce que je montre sur la carte, par exemple, un peu en amont de Québec jusqu'à des Grands Lacs. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui un petit peu comme résultat. Mais évidemment, depuis 2019 et même cette année, nous avons dépassé un peu ce front-là salin. On a continué jusqu'à Kakuna. Donc, les points continuent maintenant ici à s'accumuler au cours des dernières années, de la dernière année et l'année dernière. Et donc, les échantillons sont encore en traitement et tout. Mais pour l'instant, je vais vous présenter un petit peu l'émission qu'on a fait là, en 2007 et 2018. D'ailleurs, en 2018, c'est la première fois que le navire dépassait là, la limite ouest, juste dans le lac Saint-François. On est allé jusque dans le coin du lac Ontario, à la sortie des Grands Lacs, finalement, à la naissance du fleuve. En gros, généralement, comme je disais tout à l'heure, on a quelque part une douzaine de chercheurs qui sont impliqués là-dedans. On a très souvent une vingtaine d'étudiants qui bénéficient du navire d'une manière ou d'une autre. On a plusieurs universités aussi qui, par rapport à ces missions-là, en 2007 et 2010, on était déjà 5 universités et 2 centres de recherche. Et maintenant, il y en a beaucoup plus depuis 2019 et 2020, même des organismes aussi, à but non lucratif, etc., qui profitent du navire. Généralement, on va faire quelque part entre 1000 à 2000 km de navigation là, au cours des années. Une centaine de stations d'échantillonnés, beaucoup de tributaires aussi qu'on visite, même des stations dans les chenaux, des îles de Sorel-Berthier et d'autres, des îles de Boucherville, Repentigny, etc., aussi qu'on va aller chercher des échantillons d'eau. Initialement, l'équipe était composée de plusieurs chercheurs, comme je disais tout à l'heure, de plusieurs universités, par exemple Sébastien Sauvé, Marc-Amiot de Montréal, qui mesurent, eux, beaucoup les terres rares et les pesticides, des choses-là. Gilbert Cavanaugh avec Camille Davignon aussi, étudiant de doctorat de McGill, qui regardait beaucoup tout ce qui était poisson. Émile Rousseau qui mesurait les acides gras, Jérôme Comte et Tom Edge qui faisait beaucoup de microbiologie, pathogènes, etc. Moi-même, Roxane Arranger qui mesurait les gaz, Michael Twist qui mesure, je vous montrerai dans quelques instants, des résultats sur les cyanobactéries dans le fleuve. Donc, un peu de modélisation spatiale aussi,
lean macrophyte. Donc, on a toute une espèce de thématique qu'on essaie de pouvoir relier et faire utiliser la baie de recherche comme vraiment plateforme, là, je disais tout à l'heure, de recherche flottante là, au Québec. Évidemment, tout ce travail-là se fait sous en concertation avec beaucoup d'organismes. Encore une fois, ici, c'est 2007 et 2018. Depuis l'année dernière, il y en a beaucoup d'autres partenaires qui sont ajoutés maintenant, qui collaborent avec toute l'équipe de chercheurs au Québec qui utilisent le navire là, à chaque année maintenant. Donc, évidemment, on les remercie beaucoup parce que souvent, ils peuvent nous aider, par exemple, à aller échantillonner des zones moins accessibles par le navire. Donc, c'est du temps qu'ils donnent généreusement pour nous aider à avoir une meilleure vue d'ensemble du fleuve. Donc, rapidement aujourd'hui, quelques petites vignettes, je dirais, de recherche, quelques résultats clés. Je pourrais en parler encore pendant 2 heures en faisant le tour de tous les contaminants que j'ai énumérés au départ, mais juste vous donner quelques petites vignettes d'idées. Et bon, on pourra discuter après si vous voulez, plus en détail de peut-être d'autres sujets qui vous intéressent, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne reviendrai pas très longtemps là-dessus. Je pense que tout le monde connaît un petit peu la dynamique ou l'importance ou la problématique des cyanobactéries au Québec. Je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé en lac, c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui peuvent sécréter une toxine qui est une neurotoxine, dans le fond, qui cause des problèmes à la peau, mais aussi peut entraîner la mort des organismes lorsqu'elles sont trop abondantes dans le milieu. Et c'est souvent relié à une surabondance de nutriments dans la colonne d'eau, dans le milieu de vie. Et donc, on s'est intéressé avec mon collègue Nicole Twist de l'Université Clarkson aux États-Unis, dans l'État de New York, qui travaille entre Montréal et les Grands Lacs. On s'est intéressé à regarder un peu la composition de la communauté de phytoplancton et de voir effectivement est-ce qu'on peut noter des changements forts ou non de cyanobactéries dans la colonne d'eau. Et regarder aussi en fait de biomasse totale, est-ce qu'on voit des changements au long du transect qu'on a étudié. Donc, on a mesuré les communautés de phytoplancton et également les nutriments dans l'eau. Et on a comparé ça avec une étude qui a eu lieu il y a déjà 20 ans par le passé. Et ce que je vous montre ici dans le panneau de gauche, vous avez ici le transect entre le lac Ontario et Québec. Et ce qu'on voit, premièrement, c'est que vous voyez ici la quantité de phosphore en noir et l'année 2018, et les ronds ouverts sont les années 1987. Donc, on parle quasiment d'un peu plus que 20 ans en arrière, ou environ 20 ans en arrière. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas eu un grand changement dans les quantités de phosphore, du moins qu'on retrouve en été. C'est probablement que ça reflète en partie le fait que la quantité de phosphore ou de phosphate exportés dans les eaux ont été beaucoup régulées par plusieurs lois mises en place. Donc, il n'y a pas une grande augmentation de ça. Par contre, lorsqu'on regarde ici la chlorophylle A qui a énormément augmenté en fait de biomasse, vous voyez comparativement il y a 20 ans, lorsqu'on parle, on est quelque part en moyenne entre 2 et 3, on est quasiment rendu à 10 maintenant milligrammes. Là. Donc, une biomasse beaucoup plus importante de phytoplancton comparé avec ce qu'on avait avant. Ça pourrait être en partie dû à des apports supplémentaires d'azote qui, eux, ne sont pas contrôlés au même titre, par exemple, que le phosphore, là, autant les eaux usées que les rejets agricoles actuellement. Okay? Et ce que je vais vous montrer ici à droite maintenant, ce sont la composition des différents groupes de phytoplancton qu'on retrouve, donc la communauté, si vous voulez, faite avec un lecteur optique là, en continu. Et ce qu'on voit, en fait, je pense qu'il était le plus important comme message, c'est la fameuse augmentation aussi, comme vous pouvez voir, d'une faible dominance ou présence des cyanobactéries dans le lac Ontario, donc à la sortie du lac, donc la partie entre les Grands Lacs jusqu'à Montréal. Et ensuite, on a une augmentation marquée de la dominance, la prédominance de ces cyanobactéries-là qui occupent vers la fin du fleuve, un peu en amont de Québec, jusqu'à 50% là, de la communauté de phytoplancton. Donc, on a un reflet ici probablement assez fort, je dirais même, des différentes pressions anthropiques qui s'accumulent le long du transect, lac Ontario jusqu'à Québec, qui est reflété ici avec probablement des problématiques de surfertilisation de la colonne d'eau, à part des nutriments, des grandes villes et du milieu agricole également. Une autre petite vignette sur les pesticides qui vient du laboratoire de Sébastien Sauvé à l'Université de Montréal. On a eu la chance d'avoir plusieurs étudiants au doctorat de son laboratoire qui ont étudié, Marc-Antoine et Joanne ici, qui ont étudié par exemple soit les hormones, les pesticides, etc. dans la colonne d'eau. Et bon, on s'est intéressé par exemple au niveau des pesticides à regarder le glyphosate et l'atrazine qui sont deux herbicides utilisés abondamment, et aussi les néonicotinoïdes qui sont un insecticide en fait pour protéger les cultures contre les insectes ravageurs. Mais on se rend compte aussi qu'ils ont un effet secondaire indésirable, pour dire la moindre des choses, qui en fait semble être un des coupables sur la déclin des abeilles au Québec et ailleurs, même en Amérique. Okay.
Et donc, lorsqu'on regarde le portrait en général, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a environ 99% des échantillons d'eau qui contenaient au moins un type de pesticide. Donc, en gros, ils sont omniprésents partout dans le fleuve Saint-Laurent. Je dirais peut-être la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la concentration était vraiment souvent très faible. On a quand même des pouvoirs de détection assez sensibles. Donc, même lors du nanogramme, on détecte encore ces pesticides-là. Généralement, donc, encore une fois, sont sous les normes de santé publique, donc ça va quand même relativement bien de ce côté-là. Mais ce qui a trait aux néonicotinoïdes, par contre, on avait des dépassements d'environ 31% des sites. Okay? Donc, ce qu'on voit, donc c'est problématique pour ce genre de pesticides-là. Par contre, peut-être une image ou une thématique importante à retenir aujourd'hui, c'est que pas seulement pour les pesticides, mais pour l'ensemble des contaminants, on a souvent une forte hétérogénéité spatiale dans leur distribution. Et ce que je vous montre ici dans les 3 prochains graphiques, si on regarde par exemple au niveau des glyphosates, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une grande partie des glyphosates semble venir de la masse d'eau des rivières du Outaouais, très très peu présente par exemple dans l'eau des Grands Lacs ici. Donc, c'est vraiment un problème qui suit la masse d'eau brune au nord, la rivière des Outaouais, et qui persiste dans le temps tout le long au fleuve. Okay? Donc, on est par exemple ici à Montréal, vous avez toute la masse d'eau au nord, la rive nord au complet. Vous arrivez ici dans le coin du lac Saint-Pierre, et encore, on voit ces pesticides-là qui persistent dans le temps, dans l'espace, pardon, pas dans le temps, dans l'espace. Si on regarde maintenant au niveau de l'atrazine, eh bien là, on a un portrait un peu différent, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu dans l'eau des Grands Lacs, mais on voit ici un accroissement ou une augmentation vraiment marquée là, lorsque les premiers tributaires, par exemple agricoles, se jettent dans le fleuve, surtout au niveau, par exemple, du lac Saint-Pierre, etc. Donc, sur la rive sud, où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'agriculture comparativement, vous voyez, c'est la zone déforestée et agricole comparativement à la rive nord, donc il se crée peut-être possiblement la dynamique spatiale ou les patrons de distribution de cette classe de pesticides. Donc, l'atrazine au sud, les glyphosates, le fameux Roundup plus au nord, mais qui vient probablement aussi en partie de la rivière des Outaouais en amont du fleuve. Évidemment, si on regarde au niveau des fameux nécotinoïdes, c'est assez marqué ici, encore une fois, et clairement même. Il y a beaucoup d'entrées de ces pesticides-là sur la rive sud. Par exemple, vous voyez ici là, les plus gros taux qu'on trouve dans la rivière Yamaska, qui est une des plus grandes rivières, je dirais, impactées par l'agriculture. Donc, évidemment, lorsque vous avez des petits astérix, ça indique un dépassement là, des normes de eau potable, vie aquatique, etc. Donc, voilà pour ça. Ici, petite dernière vignette sur E. coli. Je pense que tout le monde connaît un petit peu aussi les fameuses coliformes fécaux. L'idée étant que ce sont un type de micro-organisme qui est pathogène, donc qui peut nous rendre malades. Et ce qu'il faut savoir, les gens oublient parfois, c'est que E. coli, oui, en tant que tel, peut aussi être un agent pathogène, mais souvent est utilisé comme parapluie, si vous voulez, indicatrice d'un paquet d'autres micro-organismes, que ce soit d'autres types de bactéries, d'autres types de virus, de parasites d'origine, par exemple, humaine ou animale. Et donc, on utilise cette bactérie-là, parce qu'elle est facilement détectable et cultivable en laboratoire pour pouvoir la dénombrer comme traceur, si vous voulez, là, de paquets de micro-organismes pathogènes qu'on trouve dans l'environnement. Peut-être pour votre information, lorsqu'on ferme une plage, normalement, sur quoi on se base, c'est qu'on va compter le nombre de colonies par 100 ml d'eau qu'on filtre. Donc, on va incuber sur une gélose, si vous voulez, notre eau, donc 100 ml d'eau, et on va compter. Et si on en trouve plus de 200, ça veut dire que ça nous met en position, les baigneurs, par exemple, de pouvoir tomber malade d'une maladie X, Y, Z. Et si on est dans une situation où on en a plus que 1000 mesurés par 100 ml, là, dans ce cas-là, il faut éviter toute activité de contact indirect, comme par exemple la pêche, la voile, le canal, donc pas recevoir des gouttes d'eau, par exemple, etc. Parce que là, la probabilité de tomber malade, encore une fois, est très élevée lorsqu'on dépasse les 1000 unités formatrices de colonies par 100 ml. Donc, 2 barèmes à suivre, peut-être le 200 et le 1000 à retenir là, pour la baignade et ensuite le 1000 pour les contacts indirects. Donc, si on regarde un petit peu la distribution spatiale de tout ça dans le fleuve, vous avez ici, par exemple, le coin du lac Saint-François et la masse d'eau verte, donc la masse d'eau qui arrive des Grands Lacs. Ce que vous voyez ici, c'est que jusqu'à temps qu'on arrive à Montréal, l'eau est très, très propre si vous baignez dans ce secteur-là, du moins en été. Hein. Évidemment, rappelez-vous qu'est-ce que vous voyez en ce moment, c'est un portrait de l'été. Ça varie
dans le temps. Mais ici, je vous montre juste des résultats pour l'instant de l'été. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'en amont de Montréal, ça se passe relativement bien. Il n'y a pas trop de dépassements. Donc, généralement, on pourrait se donner aux activités de baignade. Et lorsqu'on passe la ville de Montréal, Longueuil, Laval, etc., donc les villes qui ont des rejets presque au même kilomètre de distance dans le fleuve, et bien là, vous voyez ici qu'on commence à augmenter de manière marquée, autant dans la masse d'eau brune qui coule vers le nord, qui reçoit les tributaires de la rive nord, que la masse d'eau verte qui reçoit l'effluent de Montréal. Donc, l'effluent, vous avez ici des quantités astronomiques, évidemment, de colis par 100 ml. Donc, on est quelque part quasiment dans le coin du million. Là. Et alors que la norme, je vous rappelle, est de 200 ou de 1000. Donc, vous voyez la différence, c'est assez incroyable. Et l'autre chose qu'il a fait à remarquer, c'est que ça va poursuivre sur plusieurs kilomètres. On peut suivre la plume de Montréal. Et c'est seulement à la hauteur de Trois-Rivières, qui est quelque part dans le coin du kilomètre 400 ici, même passé, qu'on finit par perdre la trace de Montréal et des autres aussi. Donc, vous avez ici une baisse marquée, et cette baisse-là, ici marquée, est surtout due, pour l'instant, du moins, c'est notre hypothèse, parce que c'est ce qu'on note au niveau du terrain, à la présence d'un côté des îles de Sorel-Berthier et du lac Saint-Pierre. Okay? Donc, c'est comme un peu, on appelle ça souvent avec des collègues, on rigole un petit peu tout le temps que ce secteur-là là, du lac Saint-Pierre, des îles Sorel-Berthier, c'est un peu comme les îles de traitement tertiaire là, de la ville, des villes qui sont en amont dans le fleuve. Okay? L'autre chose qu'on a fait aussi, une autre petite vignette intéressante, c'est qu'on a regardé la génétique des colis pour savoir de quel organisme ça venait. Donc, les traceurs, est-ce que ça vient d'un humain, d'une poule, est-ce que ça vient d'un bœuf, d'un porc, etc. Pour l'instant, nos résultats, qu'est-ce que nous indique? Encore un peu de travail à faire dans ce sens-là, mais pour l'instant, le seul traceur qu'on a détecté dans le fleuve en tant que tel, ce sont des traceurs humains. Donc, on n'a pas trouvé pour l'instant des traceurs animaux, autant au niveau aviaire que porcin, par exemple, ou bovin dans le fleuve. Il semble que la majorité des colis qu'on retrouve, c'est un problème plutôt humain. À part quelques tributaires, qu'on avait quelques petits signaux bovins, mais la majorité était une histoire d'osée humaine. Et donc, vous voyez ici, par exemple, que si on regarde au niveau de la copie d'ADN par 100 ml, on a une grande quantité à Montréal qui suit un peu l'abondance de colis qu'on voyait, avec beaucoup moins de copies trouvées, par exemple, dans l'eau des Grands Lacs en vert, et un peu plus, par exemple, à Mitoyenne sur la rive nord. Okay? Et donc, en terminant là-dessus, en gros, il y avait à peu près la moitié des sites qui étaient visités là, qui excédaient le seuil de mauvaise qualité pour la baignade, environ 200 colonies par 100 ml. 16% des sites compromettaient tout usage récréatif, surtout dans la plume, je dirais, de la ville de Montréal et d'autres. Donc, c'est vraiment là, souvent, qu'on ne devrait même pas aller se promener, faire du canot, etc. J'en ai vu beaucoup des gens qui pêchent dans ces secteurs-là des fois, puis c'est pas une bonne idée, évidemment, parce qu'on peut tomber malade plus facilement. Tout à l'heure, la plupart des colis semblent d'être d'origine humaine. Évidemment, la ville de Montréal, je pense qu'ils sont très conscients aussi. C'est pour ça qu'ils mettent des trucs en place maintenant pour traiter de meilleure façon leurs eaux usées. Mais évidemment, c'est un site majeur de contamination de colis dans le fleuve. L'autre chose, peut-être, message juste à faire attention, à vous rappeler, c'est que tantôt, j'en ai parlé au niveau des masses d'eau, qu'on revoyait la complexité hydrologique, donc on voit la couleur, mais aussi, ce qui se passe, c'est que la plupart des tributaires qui amènent des colis dans le fleuve se retrouvent confinés, si vous voulez, entre la rive et la masse d'eau centrale. Et donc, si ces tributaires-là amènent beaucoup de colis, évidemment, le problème qu'on a, c'est que les gens, c'est là qu'ils vont aller se baigner en rive, et c'est là que, malheureusement, la masse d'eau qui contient des colis se trouve coincée. Donc, si vous voulez vous baigner dans le fleuve, la meilleure place, c'est dans la zone, je dirais, plus profonde, d'eau verte, mais malheureusement, il y a souvent des pétroliers qui peuvent vous passer sur la tête. Donc, ça reste que c'est compliqué un peu encore aujourd'hui pour arriver à développer des plages, des choses comme ça au niveau du fleuve, simplement parce que la complexité hydrologique ne nous aide pas en ce moment à faire ce genre de choses. Donc, en finissant, j'ai un petit résumé rapide. Là, on l'a vu aujourd'hui avec quelques petites vignettes, mais on détecte beaucoup d'éléments chimiques, biologiques qui polluent encore aujourd'hui les eaux de Saint-Laurent. Il y a des choses qui sont améliorées, mais beaucoup de choses encore qui restent, surtout au niveau des contaminants émergents, là, qui restent encore à considérer.
on voit que l'identité de Maslow, l'écoulement du fleuve vient jouer très fortement sur la composition autant chimique que biologique des contaminants qu'on retrouve et donc qui persistent dans le temps. Il semble qu'il y a des endroits, et là, c'est une chose qu'on va se pencher, par exemple, sur le rôle des îles Sorel-Berthier, entre autres, ou du lac Saint-Pierre pour voir est-ce qu'on voit ces toxiques-là, par exemple, s'accumuler dans les sédiments et dans la chaîne trophique à ces endroits-là de manière plus fortement que si le contaminant est exporté vers l'aval. Genre de questions de recherche qu'on continue à poursuivre aujourd'hui. L'autre gros enjeu, je dirais, c'est aussi sur les interactions entre les contaminants. Est-ce qu'on a un contaminant Y et X qui est mélangé? C'est quoi l'effet au final? C'est 1 plus 1? Est-ce que c'est 1 plus 1 plus quelque chose? Est-ce que c'est synergique? Est-ce que c'est antagoniste? Ce genre de questions qu'on n'a pas beaucoup de réponses, je dirais, en ce moment, comme type d'enjeu de recherche dans le Saint-Laurent. Et je dirais même au niveau de la gouvernance, au niveau de comment on fait pour changer les choses, mieux protéger le Saint-Laurent, je pense que c'est des questions aussi qui viennent être soulevées lorsqu'on mesure autant de polluants dans le fleuve et qu'on doit aussi se questionner pour ensuite essayer d'améliorer les choses. Je dirais qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de questionnements qui se fait là, puis même j'interpelle les gens du Centre peut-être pour réfléchir à ça de ce côté-là, parce que c'est pas quelque chose non plus que nous, on fait de manière constante dans nos recherches. Donc, je vous remercie tout le monde de votre attention. Je finis avec un gros merci aux partenaires, aux sources de financement, aux étudiants qui sont là. On a un petit site sur Facebook aussi où on documente un peu ce qu'on fait lorsqu'on sort en bateau. Donc, voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Guillemette. C'était vraiment très, très intéressant et surtout rempli de belles images. On aime toujours voir de belles images du fleuve. C'est toujours très impressionnant. Il y a déjà beaucoup de questions. J'invite les gens qui ont des questions aussi à les poser tout de suite dans le chat ou à me faire signe s'ils veulent les poser de façon orale. On va y aller avec une première question de Jean Bergeron, Université de Sherbrooke, qui demande si les blooms de cyanobactéries peuvent être détectés par télédétection et si vous utilisez ces données pour faire le suivi de l'activité des cyanobactéries ou des sédiments transportés. Donc, très bonne question, merci beaucoup. Pour l'instant, on a commencé à travailler avec un collègue ici à l'UQTR en géographie pour simplement mesurer la chlorophylle. Donc, c'est la première chose qu'on fait en ce moment. Par contre, mon impression, puis c'est pas quelque chose qu'on a fait dans l'équipe, ou en tout cas je suis au courant, là, honnêtement, je pense que ça se fait. Et simplement parce qu'on est tout à l'heure là au niveau de lorsqu'on regardait les différentes classes de phytoplancton avec des détecteurs à fluorescence. Donc, il semble avoir des pigments qui absorbent ou qui peuvent être détectés avec différentes longueurs d'onde. Donc, ça pourrait nous aider, si vous voulez, effectivement, à détecter ce genre de choses-là. Mais pour l'instant, je ne suis pas au courant que c'est fait du tout dans le cadre de ces missions-là, des efforts de guerre, je dirais, pour l'instant. Parfait, merci. Il y a quelqu'un qui se demande si les données que vous avez présentées sont disponibles, entre autres, particulièrement E. coli, phosphore, néonicotinoïdes, que j'arrive jamais à dire, et l'azote. Oui, en fait, pour ce qui est des pesticides, donc l'article c'est pesticides, les données sont effectivement disponibles. Bon, je peux vous les faire venir avec plaisir parce que bon, c'est une publication qui vient d'être sortie. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, il y a beaucoup de projets étudiants actuellement qui sont en fin. Par exemple, j'ai 2 étudiants moi, qui vont finir dans les prochains mois. Il y a eu des délais avec la COVID, bon, comme vous le savez. Là. Mais l'idée, c'est que toutes les données vont être disponibles. C'est une demande aussi de l'organisme pensionnaire qui soit rendue publique. Là, je me souviens bien, on avait une entente, je pense, avec l'Observatoire global de Saint-Laurent. Les données seront déposées là-bas. Donc, ceux qui souhaiteraient avoir accès aux données, là, pour l'instant, vous pouvez m'écrire puis je peux vous faire parler des choses que vous avez besoin. Mais éventuellement, sachez que toutes ces données-là seront disponibles là, gratuitement, ouvertement à la communauté là, qui travaille sur le Saint-Laurent en ce moment, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Et j'en profite pour dire aussi que votre présentation, le PDF de la présentation d'aujourd'hui est sur le site web de Centro, si jamais vous voulez revenir sur certains graphiques. On a une question de Véronique Jalbert qui se demande, dans le cas des néonicotinoïdes, pouvez-vous préciser si les dépassements rapportés découlent de dépassements de critères de vie aquatique ou de critères d'eau potable? Oui, là, bonne petite question. Laissez-moi me souvenir, là, c'était quoi déjà le 8 points chaud? J'ai l'article devant moi. Là, je n'oublie, là. J'avouerai que là, vous me posez une bonne question. J'essaie de trouver ça dans le truc. C'est la vie aquatique. Donc, c'est l'exposition chronique pour le critère d'exposition chronique pour la vie aquatique là, qui est à 8,3 nanogrammes par litre. Ah, ben justement, la prochaine personne répondait, ce sont des dépassements pour la vie aquatique, selon le critère que j'ai vu. Bon. Par ailleurs, à savoir, cette valeur était très sécuritaire, surtout lorsqu'appliquée à la somme des néonicotinoïdes, des valeurs
néonicotinoïdes seront publiés cette année par la CCME, donc ça, c'est un complément d'information. Super. François Proulx, de la Ville de Québec, veut savoir, est-ce que vos recherches s'intéressent à la partie du fleuve sous l'influence des marées, donc la région de Québec notamment? Oui, c'est ça. Donc, ce que je présentais aujourd'hui, c'était la conclusion, je dirais, de l'effort sur la partie eau douce. Maintenant, depuis 2019 et 2020, les choses que j'ai présenté aujourd'hui, la plupart ont continué à être mesurées. Donc, l'idée aussi, j'en ferai une petite parenthèse ici, c'est qu'on n'avait pas de mesures faites de manière récurrente dans le temps, à une aussi grande échelle, disons. Et donc, l'idée, c'est qu'on veut aussi bâtir tranquillement une historique d'année en année pour bâtir comme une espèce d'avoir une vision un peu plus, je dirais, longitudinale dans le temps pour voir si effectivement on voit des changements. Si on pose la question, est-ce que le fleuve va mieux qu'avant? Lorsqu'on n'a pas de point de référence d'avant, c'est dur de pouvoir répondre à cette question-là. Et donc, maintenant, l'idée, c'est qu'on a mis en place des stations qu'on revise à chaque année et on a étendu le territoire de jeu depuis 2019 et 2020 à la partie, évidemment, de transition estuarienne, la fameuse ZTN qu'on appelle, de turbidité, là, et même jusqu'à Kakuna. Donc, on passe de l'eau douce à l'eau salée depuis 2 ans. Les données s'en viennent. J'espère pouvoir vous en reparler moi-même ou via mes collègues aussi dans les prochains mois, la prochaine année. Donc, effectivement, maintenant, on fait ça. On commence à étendre notre terrain de jeu jusqu'à dans la partie plutôt marée. Parfait. Quelqu'un se demande, qu'en est-il des métaux lourds? Oui, là, par contre, ça, c'est une bonne question. Je suis un petit peu moins au courant de ce dossier-là. Je vous inviterai peut-être à communiquer avec M. Marc Amiot de l'Université de Montréal, qui a commencé à étudier depuis l'année 2019, mesurer les taux de mercure, par exemple, dans l'eau, avec les stations que j'ai montrées aujourd'hui, mais aussi la partie estuarienne, etc. Donc, je ne peux pas vous répondre à la question, je n'ai pas les données avec moi en ce moment là, de ça, mais ça a été commencé l'année dernière là, comme type de mesure. Et donc, si vous communiquez avec lui, là, son équipe, de pouvoir avoir des réponses à votre question. Merci. Prochaine question. Est-ce que l'on peut attribuer la contamination bactériologique E. coli à la problématique des rejets des eaux usées municipales? Oui, ben en fait, comme je disais tout à l'heure, il semble que pour l'instant, du moins, qu'est-ce qu'on retrouve dans le fleuve, des fois, comme je disais tantôt, on a vu des petites différences au niveau des certains tributaires, c'est chose qu'on continue à pousser dans le temps. Là. Mais l'idée étant que qu'est-ce qu'on retrouve dans le fleuve pour l'instant, on n'a pas eu de hit, là, si vous voulez, sur une grande quantité de colis qui proviennent, par exemple, du monde animal, aviaire, etc. Donc, il semble que pour l'instant, la communauté bactériologique est qu'une histoire humaine et donc, effectivement, en grande partie reliée aux eaux municipales. Parfait. Et puis, j'irai pour une dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent d'ici là. C'est le moment si vous avez une dernière question pour le professeur Guillemette. Donc, pour les analyses micro de E. coli, combien d'échantillons analysés en gros? Est-ce que les valeurs montrées représentaient des moyennes globales prises au cours de l'été, par exemple? Oui, c'est qu'en fait, c'est ça, nous, on a mesuré donc une cinquantaine de sites et l'autre année peut-être une 70 sites. Et qu'est-ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est bon, le résultat de bon, on fait des triplicats à chacun des sites fois 2 fois, donc 2 années subséquentes. Évidemment, nous, on ne peut pas couvrir dans une mission comme ça comment que je vous dirais ça, là, la dynamique plus fine, temporelle. On sait, par exemple, que lorsqu'on regarde certaines données, exemple, du réseau rivière québécois, on se rend compte qu'on compile ça que souvent, durant le flush printanier, par exemple, des épisodes de pluie fort, on a beaucoup plus de colis dans le fleuve. On a mesuré encore cette année au mois de juin, on était beaucoup plus élevé qu'au mois de juillet, l'image que je vous ai présentée aujourd'hui. Donc, je dirais que, en toute honnêteté, lorsqu'on regarde les valeurs qu'on a maintenant, que je vais vous présenter aujourd'hui au mois de juillet, c'est probablement les valeurs minimum du système, là. Presque. Et dès qu'on aura des coups de pluie, soit la fonte des neiges au printemps ou même des tempêtes plus tard en automne, on risque d'avoir des augmentations assez importantes là, qui sont reliées à ces entrées d'eau-là soudaines, aux surverses, à toute l'eau qui transite qui n'est pas seulement retenue par toutes les usines de traitement des eaux usées. Donc, les moyennes que je vous ai montrées sont des moyennes que pour le mois de juillet sur 2 ans.